Alors la nouvelle est tombée en France, elle nous a fait un petit peu un coup au cœur, quoi. Koukaï, Cop Copine pour le Sentier, Camaïeu, Plimki pour d'autres marques. Enfin bref, voilà, tout ça, sont des signes du prêt-à-porter qui ont accompagné les années fric des années 80 et qui sont en redressement judiciaire. Ça marche plus, c'est comme ça. Ces enseignes petit prix balayées par la fast fashion, par les groupes espagnols ou suédois, racontaient pourtant quelque chose, une histoire, celle d'une population immigrée, d'un quartier. D'une certaine façon, ces marques racontaient aussi une histoire de la France. Bref, le Sentier n'est plus du tout ce qu'il était et c'est ce dont on va parler aujourd'hui avec nos invités. Bonjour à tous les deux. Il n'a pas changé. Montre la bague, chérie. C'est Ringue. Look. T'entends? Oh putain, j'adore ce morceau. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Tu le connais, flaque-le d'abord. Il adore qu'on lui dise qu'il est plus fort. Allez, champion du monde. Bonjour à tous les deux. Michel Mouns, co-scénariste du film La vérité si je m'en s'en lasse pas, c'est vraiment un ravissement. Et Nadine Vasseur, auteur notamment de ce livre qui vient d'être réédité. On va en parler. C'est un bonheur ce film, Michel Mouns. À chaque fois qu'on le regarde, à chaque fois, on se marre. C'est vrai qu'à chaque fois qu'il passe à la télévision, ça cartonne. Oui, je suis content parce que en plus, pour mes enfants, je ne suis pas ringardisé, quoi. Ça continue aussi dans leur génération, donc je suis assez heureux de cette pérennisation du film comme ça. Voilà, sauf que voilà, c'est fini, le Sentier, c'est terminé, c'est balayé, les Koukaï, les copines, Camaïeu, il y a des gens sur le carreau, il y a des plans sociaux, des redressements judiciaires. Alors on est en culture, mais je voudrais une réaction à tous les deux. Vous, Nadine Vasseur, vous êtes fille de fabricant d'un fabricant du Sentier. Ouais, une réaction Je dirais que ça fait quand même un certain temps, en même temps que c'est fini le Sentier. Il suffit de se promener dans les rues du quartier depuis 15 ans. Cette atmosphère grouillante de fabricants, de vêtements qu'on livre, tous les magasins qui venaient faire leurs courses dans le Sentier. Parce que moi, j'ai connu enfant, qui est un très ancien sentier, puisque c'était le Sentier du début des années 60. Bon, ça, c'est le Sentier ashkénaze, mais même justement celui de La vérité si je mens, qui était extrêmement vivant, tout ça, c'est terminé quand même depuis, moi je dirais depuis les années 2000. Ça a commencé à être très difficile dans les années 2000. Michel? Oui, déjà le Sentier est parti ensuite pour partir à Aubervilliers, et puis il a été remplacé, les Chinois sont arrivés, mais ça c'était l'histoire du Sentier, c'était à chaque fois des minorités, enfin des immigrants qui venaient s'y installer. Mais oui, cette période festive était terminée. Puis il y avait une institutionnalisation presque de ces marques qui étaient sorties du Sentier, qui étaient devenues des marques à part entière. On va en parler justement. Alors c'est un quartier qui est éminemment télégénique, je trouve fantasmagorique, et qui raconte l'histoire de la France et de son immigration. Nadine Vasseur, donc vous avez écrit ce livre, 36 rue du Caire. Vous l'avez sorti il y a 20 ans, mais il vient d'être réédité. Vous allez nous expliquer par qui et pourquoi. Mais vous avez écrit dans ce livre, voilà, il fallait avoir tout perdu ou rien à perdre pour travailler comme ça avant-guerre et d'une certaine façon après-guerre. C'est un quartier d'immigration. C'est un quartier d'immigration, Nancy Green, qu'on va entendre. Elle a eu cette très belle phrase, le prêt-à-porter a été fait par les prêts à travailler. C'est-à-dire que c'est vraiment un métier pour immigrer, parce que c'est un métier, la mode n'est pas un artisanat ou une industrie comme une autre, elle suit les fluctuations absolument imprévisibles de ce qui est le désir de vêtements des acheteuses. On n'achète pas, on fabrique une machine à laver, qu'on l'achète cette année ou l'année prochaine, c'est la même chose, mais la mode, donc on ne sait pas si ça va marcher, si ça ne va pas marcher. Si ça marche, il faut pouvoir travailler jour et nuit. Si ça ne marche pas, il n'y a plus de travail, on n'est pas payé, parce que les gens étaient payés à la pièce. C'est aussi un métier d'immigré, parce que c'est un métier au départ où on pouvait travailler chez soi avec une machine à coudre, on n'a pas besoin d'intégrer des réseaux justement professionnels, de postuler un poste, de savoir parler français. Donc voilà pourquoi... Votre papa avait la marque Siggi? Oui, Siggi, qui était le diminutif de son prénom, Sigmund. Voilà, lui, c'était un immigré d'Allemagne. Et oui, il a eu... Pardon ? Confection ? De confection, 36 rue du Caire, comme s'appelle le livre. Oui, et comme beaucoup des fabricants du Sentier, il n'a jamais étudié la mode, ce sont tous des autodidactes. Ils sont tous arrivés d'Europe de l'Est ou d'Allemagne? Oui, enfin d'Europe de l'Est,
ou même d'Afrique du Nord ou d'autres pays. Il y avait des Arméniens, il y a eu plus tard toutes sortes de professions, toutes sortes de nationalités, mais ces gens étaient tous des autodidactes. Et quand j'ai fait ce livre, j'ai interviewé une personne très importante de l'industrie de la mode et qui m'a dit que ce n'était pas tout à fait un hasard que ce soit des gens finalement de milieux très modestes qui aient réussi à créer ce qui était la mode de la rue pendant un certain nombre de décennies, la mode de Madame Tout-le-Monde. Moi, j'ai vu mon père terrifié, d'abord travaillant comme un chien, mais aussi les saisons. On prépare une collection pour l'été, et l'été est pourri, il pleut, donc on reste avec tous les vêtements sur les bras, etc. C'est des métiers extrêmement durs. Et c'est pour ça que beaucoup de fabricants du sentier n'ont pas eu envie que leurs enfants suivent le même chemin quand ils... Voilà. Dans le quartier était aussi un quartier de presse, c'est ce qu'on apprend dans votre livre. Il y avait la presse, il y avait les prostituées, il y avait aussi Rungis, enfin les Halles, ils sont partis à Rungis, mais enfin, il y avait les Halles, c'était un quartier foisonnant, c'était un quartier très riche. Alors moi, j'ai un souvenir extrêmement joyeux de mon enfance et de mon adolescence dans ce quartier. C'était un quartier très mélangé, même du point de vue d'ailleurs des immigrations, justement. C'était pas un quartier juif, comme pouvait l'être le Marais, puisqu'il y avait des Juifs, des Arméniens, des Pakistanais, des Turcs, des Yougoslaves, et effectivement toutes sortes de métiers. C'était vraiment un Paris, oui, très vivant, très mélangé, assez rude, parce que ce sont des... Mais qu'est-ce qu'il y avait, par exemple, en presse? Il y avait quoi? Il y avait le siège de bordel, François pendant... Il y avait... il y a eu longtemps le siège de François, qui était rue Réaumur. Et puis, oui, il y avait des prostituées, mais qui d'ailleurs avaient de très bonnes relations avec les gens du Sentier. Elles venaient souvent se réfugier dans les magasins quand il faisait froid. La rue du Ponceau, la rue Blondet. Oui, oui. Enfin, moi, quand j'allais à l'école, je passais... Et Nadine Vasseur, on découvre ça aussi dans votre livre. Le Sentier, c'est l'histoire d'une mécanisation, celle d'un juif américain qui a bouleversé la donne. C'est Isaac. Alors, je ne sais pas si on dit Singer, parce que Isaac Bashevis Singer, ou Singer, parce que ma mère disait j'ai une machine Singer. Donc, je ne sais pas, je parle aux deux ashkénazes que vous êtes. Singer. Bah oui, c'est enfin, en tout cas, machine à pédale, 6 oreillers qui remplacés par une machine à pédale. Oui, ça permettait, cette machine à pédale permettait de libérer les mains, qu'on pouvait suivre le tissu tout en actionnant avec une pédale. Oui, bien sûr, c'est ça qui a permis qu'on a cessé de coudre à la main et que ça a été beaucoup plus rapide. Même si on a continué à coudre à la main dans les ateliers, puisqu'il y avait toujours ce qu'on appelle une finisseuse, qui était celle qui finissait de coudre à la main les boutonnières, les boutons, les doublures. Mais évidemment, la grande révolution, c'est la machine à coudre. Et donc depuis le 19e siècle, ce quartier, il est concentré sur la confection, sur le prêt-à-porter, avec des immigrés quand même d'Europe de l'Est, parce qu'on va parler de la bascule après, mais enfin, d'Europe de l'Est, des Ashkénazes. C'est oui, enfin, le 19e siècle, plutôt le début du 20e, où les premières immigrations d'Europe de l'Est, beaucoup de Juifs qui fuient l'antisémitisme dans les pays de l'Est, la misère. Mais très vite, il y a eu aussi, par exemple, les premiers Juifs qui ont vraiment été en nombre à s'installer dans le Sentier, c'était les Juifs de Salonique, qui ont émigré au moment de la guerre des Balkans. Il y a notamment parmi eux le père du sociologue Edgar Morin, qui avait une boutique de bonnetterie dans le Sentier, et puis arriveront par la suite, assez rapidement, les Arméniens. Et les immigrations se répartissaient aussi les professions, c'est-à-dire les Arméniens étaient surtout des marchands de tissus, et les Juifs de Salonique avaient des bonnetteries, les Juifs d'Europe de l'Est avaient des ateliers de confection. Plus tard, les Juifs d'Afrique du Nord avaient surtout des boutiques, parce qu'il y a la grande différence des Juifs ashkénazes. Quand ils arrivaient, ils parlaient français, ce qui changeait absolument tout. c'est pas ce que j'ai lu, parce que moi j'ai lu que on est en 38, les propagandes syndicales étaient écrites en yiddish. Ah oui, en 38, et quand je parle, bien sûr. Non, mais il y a eu tout un mouvement syndical très important dans la confection, notamment dans le mouvement des casquetiers, qui étaient très syndiqués à la CGT, qui ont obtenu un salaire minimum. La CGT en yiddish. Alors bien évidemment, la guerre et la Shoah ont évidemment laissé ce quartier, on va dire, béant. Ces gens, ces brodeurs, des couturiers, des tailleurs, des assembleurs, des chapeliers, des petites mains qui ont tous été quasiment assassinés. Nancy Green est historienne, donc c'est à elle qu'on doit le livre du Sentier à la 7e avenue. On l'a jointe à Los Angeles et je vous propose de l'écouter tous les deux.
Au début du XXe siècle, c'était plutôt les Juifs de l'Europe de l'Est qui sont venus s'installer près du sentier, travailler dans le sentier. Ils ont pu le faire pas seulement parce qu'ils étaient des tailleurs nés déjà en Europe de l'Est, mais parce que il y avait c'est un métier qu'on peut apprendre relativement facilement, mais c'était quelque chose où la mode et la demande croissaient. Si on saute la Deuxième Guerre mondiale, où on le sait, ces tailleurs et ces travailleurs-là étaient à la fois déportés et les machines à coudre confisquées. Mais quand il y a eu une reconstruction du métier et de l'industrie après la Deuxième Guerre mondiale, ça correspondait après, dans les années 60, à une nouvelle vague d'immigrés de l'Afrique du Nord et qui venaient avec la décolonisation de manière générale. Et donc, il a pu avoir des relais puisque peut-être juif, mais en même temps, c'était un autre moment où l'industrie elle-même devient autre chose. Il y a la croissance du sportswear. Donc, il va y avoir un investissement des Juifs d'Afrique du Nord plutôt dans un autre domaine. Les Juifs d'Europe de l'Est continuaient à fabriquer des robes et un style d'autrefois, mais qui a continué quand même sérieusement. Mais en même temps, il y avait, avec une nouvelle vague d'immigrés, une nouvelle demande, nouveaux habits. Il y avait aussi un investissement différemment par les Juifs de l'Afrique du Nord. Voilà, c'est donc la bascule. Les Juifs d'Afrique du Nord, c'est quoi? C'est la maille contre le Chanetram? Non, il y avait déjà des tricoteurs avant, chez les Juifs d'Europe de l'Est. Non, ce qui est la différence, c'est qu'ils ont été... ils ont développé tout le côté commercial, à nouveau, puisqu'ils pouvaient parler français, donc ils pouvaient vendre. Enfin, ils avaient une relation au client qui était plus directe. Et puis ici, les Juifs d'Europe de l'Est disent à la fois avec mépris et envie... ils ont apporté la couleur, ils ont apporté une mode beaucoup plus légère, beaucoup plus... les tailleurs d'Europe de l'Est, c'était, oui, des tailleurs, des manteaux, des robes gris, marron. Il y a d'un seul coup une mode beaucoup plus bigarrée, beaucoup plus... Les fameux Juifs du Soleil. Voilà. Michel Mouns, pourquoi, un matin, comme ça, avec votre camarade Bitton, vous avez décidé... de croquer ce milieu du sentier, de faire ces scénarios de La vérité si je mens? Oui, parce que... 97, 2001, 2012 et 2019. Oui, ce n'était pas forcément ma famille, comme on peut le voir sur mon teint, les juifs séfarades, mais justement, moi je suis ashkénaze et je venais de province, et quand je suis arrivé à Paris, je faisais de la musique et j'ai rencontré ces juifs séfarades qui fréquentaient les mêmes restaurants que ceux du show business. Et j'étais fasciné. Je dis souvent que j'ai été élevé en tant qu'ashkénaze dans le judaïsme du malheur et j'ai découvert le judaïsme du bonheur. C'est-à-dire des juifs décomplexés qui n'avaient pas d'histoire tragique dans leur famille et qui venaient, qui avaient un rapport extrêmement décomplexé avec l'argent, avec la fête, avec le jeu. Pour moi, j'avais l'impression que c'était des joueurs et de façon permanente et en même temps des grands bosseurs, parce que comme je me suis intéressé à eux, je suis allé les voir avec Gérard Bitton, donc on est allé les voir sur le terrain. Qui ne vient pas du shtetl, Gérard Bitton? Non plus, il s'appelle Bitton, mais c'est, je pense, le plus ashkénaze des séfarades que je connais. Donc il est assez éloigné culturellement, mais voilà, on avait à la fois cette proximité et cette distance pour pouvoir les observer. Et eux-mêmes, quand je les approchais, me disaient « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Et je disais « Je veux faire un film sur vous. » Et ils ne comprenaient pas. Regarde, on pousse des caisses. Vous aviez raconté ça dans votre premier livre, Roch Kacher, qui s'inspirait de votre vie avec ces fameux séfarades. Oui, j'avais raconté cette rencontre. Faire des différences comme ça, mais là, l'émission, on est obligé. Mais bon, je suis en train d'aller contre mes propres goûts. Mais voilà, non, c'était l'idée du film. Oui, c'est ça. J'avais écrit ce roman parce que je voulais raconter cette rencontre. Et ensuite, le roman avait justement, comme il était assez vivant et dialogué, il avait intéressé des gens du cinéma. Et l'idée a traîné. Et plus tard, en rencontrant Gérard, avec qui je travaillais sur d'autres choses, je lui ai proposé qu'on refasse cette fois un film tout neuf sur ce milieu dans lequel je commençais à connaître pas mal de gens et leur langage, leur créativité, la négo, la rapidité. Oui, le jeu permanent, les blagues. Enfin, il y avait une sorte de
de jeu avec la vie, et notamment dans les années 80, qui étaient des années assez sombres, avec c'était juste après les années SIDA, enfin c'était pendant les années SIDA, la France était plutôt grise et pas très drôle. Alors on a lu, mais peut-être qu'on s'est trompé, mais que le personnage principal était inspiré en fait d'un Pakistanais, de Tahir Bhatti. Alors il fait partie de tous ces gens qui estiment qu'on a raconté leur vie, Bhatti. Mais c'est vrai qu'on l'a rencontré. Et notre idée pour raconter le sentier, c'est dans le scénario, on dit le poisson hors de l'eau. Il fallait qu'on ait un personnage qui ne fasse pas partie de ce milieu pour que le spectateur puisse entrer avec lui dans le sentier. Donc on avait trouvé le non-juif, le goy du sentier. Et là, donc, il y en a eu quelques-uns qui ont considéré que c'était eux. Mais Bhatti, on l'a rencontré, on l'aime beaucoup. Et il nous a raconté, effectivement. Horriblement, oui, en 2019. Ouais. Et vous avez raconté un peu son histoire, parce que quand on était petit, on voyait rue Réaumur, et un jour, on a vu à l'angle de la rue Palestro, je crois, je ne sais plus où, Sébastopol, Bhatti, qui n'avait rien d'un nom séfarade. Mais les gens du sentier ne l'ont pas su tout de suite. C'est-à-dire qu'il a profité d'une sorte d'ambiguïté pour se frayer, un peu comme notre édit dans La vérité si je mens, en pensant, à tort ou à raison, que s'il ne disait rien de son identité, il pouvait être introduit dans la famille. Alors, les personnages, voilà, qui vous inspire? Patrick Abitbol, il sort d'où? Dov Mimran, il sort d'où? Rafi Stilmod, il sort d'où? Et Serge Benamou, il sort d'où? Est-ce qu'ils sortent de quelque part? Ils sont des amalgames. Serge Benamou, j'ai connu un garçon qui a eu une fin tragique d'ailleurs, et qui m'a vraiment beaucoup inspiré, Serge Benamou, qui figurait déjà dans le roman Rock Cacher, et qui était le mythomane, le type, mais qui en même temps avait une force de vie incroyable. Patrick Abitbol, plein de gens me disent, mais il est tellement caricatural. Mais moi, je peux vous présenter des gens dans le sentier, à côté de qui Patrick Abitbol ferait vraiment pâle figure. J'en connais des encore plus extravagants et encore plus exubérants. Vous savez, on a demandé à pas mal de créateurs de ces marques qui ont bercé les années 80 d'intervenir dans cette émission. La plupart vivent maintenant moitié en France, moitié ailleurs, en Suisse, en Belgique, en Angleterre, en Israël. Et la France leur a permis quand même de faire de très très belles réussites. Donc, sur toutes les marques sollicitées, il y a seulement les Naf-Naf qui ont accepté. Naf-Naf, l'une des plus belles réussites du sentier, celle des frères Pariente, qui ont fait claquer Naf-Naf, son cochon et sa combi dans la France de Mitterrand. Je voudrais qu'on écoute Patrick Pariente dans ses bureaux à Paris, son arrivée à lui et à son frère tunisien. Et je leur ai posé la question, la première, c'est est-ce qu'on avait honte lorsqu'on était dans le sentier? Pas du tout. Je ne trouve pas ça du tout péjoratif, et je pense que le sentier, contrairement à ce que tout le monde le croit, c'est une très bonne école de la vie. Et je pense que celui qui est resté 4, 5, 6 ans dans le sentier, pour moi, et qui a travaillé et qui a fait tous les stades dans le sentier, je pense que ça vaut une très très bonne école de commerce. On est arrivé avec mon frère en 1973 et on a démarré dans une petite boutique qui était Passage du Caire, qui devait faire 18 ou 20 mètres carrés. Et si vous voulez, à l'époque, quand on est arrivé, mon frère et moi, on était les deux seuls pieds noirs dans le sentier. Le sentier était à 70% occupé par des gens plutôt d'Europe centrale, donc des Ashkénazes, et il y avait énormément d'Arméniens qui, eux, étaient en charge de tout ce qui est maille et tout ce qui était plissage de jupes et tout ça, c'était eux. La rue du Caire était très, très encombrée, il y avait beaucoup de transporteurs, il y avait aussi des transporteurs qui n'avaient pas pignon sur rue, qui attendaient des colis pour partir là ou là, qui stockaient leurs camions place du Caire, si vous voulez. C'était vraiment c'était l'effervescence qui commençait le matin très tôt, vers 7h, 7h30, et qui finissait le soir à 20h, 20h30. Hein. Voilà, bien souvent, le samedi matin ou le samedi toute la journée, les gens travaillaient, et bien souvent aussi, on travaillait même le dimanche. Hein. Et si vous voulez, à un moment donné, les gens d'Europe de l'Est, si vous voulez, ils ont vécu ce qu'ils ont vécu. Ils ont commencé dans le schmat avec un vrai savoir-faire. Et grosso modo, quand tous les séfarades sont arrivés, ils fabriquaient justement les pièces les plus faciles à fabriquer, des chemises, des pantalons, des t-shirts, des pulls, et tandis qu'eux on gardait la main mise sur tout ce qui est tailleur, imperméable et manteau. Et à la suite de ça, si vous voulez, ils ont au fur et à mesure, eux, leurs enfants étaient médecins, avocats ou chirurgiens. Voilà, et nous, si vous voulez, quand on est arrivé, enfin nous, non, parce qu'on était déjà dedans, mais je voyais un petit peu toute la population qui était du Maghreb, des juifs, je dirais,
Tunisiens ou Algérois ou même Marocains, si vous voulez, ils arrivaient ils avaient faim, donc ils travaillaient jour et nuit et ils ont réussi à faire des choses impossibles. C'est beau. Michel Mouns, avec le recul, ces films-là, vous les validez intégralement? Vous les referiez autrement? Je ne sais pas si je pourrais les refaire aujourd'hui. En plus, oui. Mais oui, oui, j'aime beaucoup ces films. Quand j'entends Patrick qui parle du fait que ce n'est pas péjoratif, je pense que ça l'était. Je pense que si la vérité, si je mens, a participé à quelque chose, c'est à une reconnaissance de ce quartier. Parce que je me souviens qu'à l'époque, c'est pour ça que j'ai eu beaucoup de difficultés à faire ce film, on disait le sentier, oui, c'est la Rolex, la vulgarité, Oui, ça donnait les une mauvaise arnaques, image. l'accent pied noir. Et c'est devenu un nouveau village gaulois, en fait. Nadine Vasseur, votre livre est sorti il y a 20 ans, sauf que là, il vient d'être réédité par la librairie la plus bobo du Sentier. Expliquez-nous ça. Écoutez, Une librairie qu'on adore, hein, pardon. Oui, qui font un travail absolument formidable. Mais je sais pas, moi, le livre était épuisé. Ils m'ont téléphoné un jour en me disant que quand ils ont pris cette librairie dans le Sentier, c'était avec l'idée de rééditer mon livre. Parce que c'était pour eux une référence, donc évidemment, c'était formidable. C'est sympa. Oui, alors il y a quelques passages qui ont été modifiés, qui ont été supprimés parce qu'ils dataient. Il y a notamment toute une partie qui a été enlevée que je regrette un petit peu, parce que ce livre a été réédité avec en complément les mémoires de mon père, qui lui est arrivé de Berlin au Sentier. Donc ça, du coup, on a un petit peu réduit. Et quand c'est Patrick Parienté, oui. Parle des gens qui sont devenus médecins, etc., etc. Il y avait un chapitre sur que sont devenus les enfants du Sentier. Et c'était assez amusant parce qu'on se rend compte que René Friedman, qui a créé le bébé éprouvette, est un enfant de tricoteur, que Serge Moscovici est un petit-fils de tricoteur du Sentier. D'ailleurs, sa mère, Marie Moscovici, qui était psychanalyste, avait eu cette très jolie phrase. Elle avait dit à propos de son père, donc dans le Sentier, et de toutes ces générations que j'ai connues, celle de mon père et d'autres, c'était des gens dont la vie avait été brisée par la guerre, qui n'avaient pas pu faire d'études. Mais elle avait dit, nos parents ne sont pas des intellectuels, mais ce sont des intelligents. Et c'est vrai que ce sont tous ces gens, est-ce que c'est lié à l'exil, est-ce que c'est lié à la difficulté de devoir absolument se battre pour vivre, pour survivre, ont eu une intelligence créatrice extraordinaire, que ce soit ceux d'Europe de l'Est ou ceux d'Afrique du Nord. Ils ont réussi à créer, justement, en ne partant de rien, vraiment un monde Ils avaient faim, c'est l'immigration, c'est ça, c'est l'histoire de Oui. l'immigration et de la France. Ce qui est très touchant, je trouve, c'est que dans ce quartier qui est devenu voilà, la rue du Nil, des boucheries bio, enfin bon, il y a tout un truc un peu, pas absurde, mais enfin c'est l'époque, c'est ainsi. Oui. Il y a maintenant des visites guidées. J'ai vu sur le site du MAGE, Elisabeth Courtage, qui fait des visites guidées du quartier. Qu'est-ce qu'elle raconte? Qu'est-ce qu'on peut raconter? Ce qu'il y avait là jadis. Oui, Alors, il y a l'histoire aussi... de Paris. Oui, l'histoire de Paris. Justement, la librairie La Petite Égypte s'appelle La Petite Égypte parce qu'elle est juste en face du passage du Caire, qui a été édifié en honneur à la campagne d'Égypte de Napoléon, avec toutes ces fausses sculptures égyptiennes. Oui, enfin, c'est un quartier, c'est un vieux quartier de Paris où il y a quand même un certain nombre... Il y a des très beaux hôtels particuliers. Il y a eu aussi une bascule de style, de genre, c'est-à-dire que le Sentier, c'est ce dont vous parliez tout à l'heure, Michel, est devenu aussi à un moment donné un peu peut-être plus à la mode. Et je pense que c'est grâce au Naf-Naf, à leur fameuse combinaison. En 1983, ils inventent un truc incroyable, cette combinaison. Je voudrais qu'on l'écoute nous raconter la genèse de cette combi, parce qu'elle a été photographiée dans le L, je me souviens très bien. La combi, c'est une histoire de... Au départ, c'est mon frère Gérard qui avait trouvé cette combinaison. Voilà, il a fait, au départ, on n'avait pas assez de sous, donc il a acheté le tissu le moins cher, il l'a teint dans une machine, et donc, si vous voulez, et puis on a mis un logo, puis à l'époque, on était associé avec un ancien associé qui s'appelait Naphtaline, on s'est séparé de lui, donc on a décidé de s'appeler Naf-Naf, un soir avec des copains, et puis un camion dessus. Pourquoi? Parce qu'on aimait bien les camions quand on était jeunes. Et puis, à l'époque, il y avait beaucoup de numéros, donc on a mis notre numéro de téléphone. Et en fin de compte, on n'a jamais fait d'études de marketing, de quoi que ce soit. Mais tout ça réuni, ça a fait qu'on a eu un truc de fou, quoi, qui nous est arrivé. Et donc, si vous voulez, quand on a été voir nos clients, on leur a montré cette combinaison toute fripée avec un logo dessus. Et ils nous ont acheté un petit peu 4 ou 7 ou 8 ou 10. Ben, ils ont vendu pratiquement. Et en fin de compte, derrière ça, si vous voulez, on a dû en fabriquer autant qu'on en pouvait.
C'était sans fin. Depuis 2000 jusqu'à 2009-2010, on a fabriqué pratiquement tout le temps. On les fabriquait aussi bien en France, on les fabriquait en Roumanie, on les fabriquait un petit peu partout, quoi, au Portugal. Et donc, on fabriquait. Et bien sûr, tout ce qui était fabriqué était déjà vendu. Nos campagnes étaient très fortes. Elles ont toutes pratiquement été primées. Mais on n'a jamais pris d'agence. Ça s'est fait comme ça avec des amis à nous. Et on a osé faire des choses à l'époque avec des petits cochons, avec le grand méchant loup, avec des choses assez osées qui, avec des peu de budget, ont fait parler de nous, je dirais, partout, quoi. Et donc aujourd'hui, si vous voulez, on avait fait des photos qui sont aujourd'hui encore collector, parce qu'on avait fait des photos dans les grands palaces, des photos dans des roches avec des petits cochons, avec des jolis mannequins. Et donc, grâce à ça, si vous voulez, on a cassé tous les codes à l'époque, on a cassé tous les codes de la mode, quoi. C'est extraordinaire, quelle réussite cette combinaison. On va bientôt terminer. Une petite question, Michel. Surtout, non seulement ils ont réussi de manière extraordinaire, mais ils ont créé la possibilité pour tout le monde dans le sentier de faire comme eux. C'est-à-dire qu'ils ont créé la première marque hors du sentier, et donc tout le monde derrière voulait avoir la sienne, quoi. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Nadine, merci Michel, merci à Patrick Parian, donc le cofondateur de cette marque Naf, Nancy Green qu'on a eu à Los Angeles. C'est la fin de Culture. Merci aux équipes donc de Paris, aux équipes de Tel Aviv. On va terminer avec un extrait. Alors, on a cherché des films, figurez-vous. On voulait passer de papa, le cinéma de papa, pardon. Et on cherchait un film qui se passait dans les nature. On n'a pas trouvé celui qui s'est rapproché un peu de ces années-là, des années 90. C'est le merveilleux film de Robert Altman, Prêt à porter. Vraiment, on a eu du mal. Si vous avez des références à nous donner, on est preneurs. Merci à tous et bye bye. Every year in Paris, France, everyone who's anyone This is Cher. Comes together for the biggest affair in the world of fashion. I'm a sports reporter, of course. I don't know dick about fashion. But this year, there's been a murder. Murder? It makes my flesh crawl. 2 reporters are on the case. What's his name? The dead guy. I don't speak French. Everyone is a suspect. How have you managed to stay on top of everything?